Bonjour, Donald Trump quitte alors difficilement le pouvoir, mais il le quitte. Joe Biden va le remplacer et va devenir le 46e président des États-Unis. Nous en profitons pour faire une radiographie des États-Unis, de ces États-Unis que Trump laisse et dont Joe Biden va hériter. Et grâce aux chercheurs et chercheuses de l'EHESS, de l'École des hautes études en sciences sociales, avec lesquelles nous sommes en partenariat, nous essayons de nous pencher sur quelle est cette Amérique d'aujourd'hui, avec à la fois ses richesses et ses fractures. Nous sommes avec Eugénie Clément-Picos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante en anthropologie à l'EHESS et vous êtes coordinatrice du pôle Californie de l'Institut des Amériques à l'Université de Los Angeles. Tout à fait. Merci d'être là. Alors la première question, c'est précisément sur une figure qui est apparue dans l'espace public et médiatique, c'est Deborah Haaland, qui va être la première femme autochtone ministre de l'Intérieur. Alors la première question, c'est qui est-elle? Pourquoi c'est historique? Et peut-être préciser à nos téléspectateurs que le ministère de l'Intérieur, ce n'est pas forcément le même ministère de l'Intérieur qu'en France. Tout à fait. Alors, le secrétaire de l'Intérieur américain est en charge de tout ce qui concerne le territoire fédéral, une partie du littoral américain, mais aussi sous juridiction fédérale, de tout ce qui concerne aussi les réserves, les parcs naturels, et c'est sous sa juridiction que s'exerce le Bureau of Indian Affairs et le Bureau of Land Management, qui traitent toutes les questions relatives aux réserves autochtones. Alors en quoi sa nomination est-elle historique en fait? Cette nomination est historique car c'est la première femme autochtone à ce poste. La personne en poste à cette même fonction en 1859, Stuart, avait comme motto civiliser ou exterminer les autochtones. Et elle-même l'a rappelé lors de son investiture que sa nomination est la preuve de l'échec de cette horrible idéologie. Et la figure de Deborah Haaland est aussi exceptionnelle. Elle n'a pas la carrière toute tracée qu'on peut imaginer. Elle a repris des études de droit à 34 ans. Elle a été mère célibataire. À un moment, elle a été SDF. Elle a vécu avec des coupons alimentaires. Donc, elle vient vraiment de la base. Et sa démarche politique s'en ressent. Donc c'est pas simplement une nomination qu'on pourrait qualifier d'affichage pour satisfaire les différentes minorités. Pas simplement. C'est pas simplement. Elle a vraiment, elle fait partie de la gauche radicale américaine. Elle est proche sur le terrain aux États-Unis, au Nouveau-Mexique et en Arizona, les États dont elle fait partie, des groupes autochtones radicaux comme The Red Nation ou le Quai Info Shop. Elle va à leurs meetings. Après, elle est quand même une figure de la gauche radicale dans un océan de politique centriste. Donc, est-ce qu'elle va être en mesure de faire tout ce qu'elle veut ou peut? Ça reste à voir. Alors, on reviendra peut-être plus tard sur cette question de ce que veut faire ce que veut faire l'administration Biden sur ces questions autochtones. Juste avant, j'aimerais bien plutôt vous poser la question du bilan de Trump. C'est-à-dire qu'est-ce que Trump a fait ou n'a pas fait pour les autochtones? C'est honnêtement un bilan catastrophique, non seulement pour les autochtones, mais aussi pour l'environnement. Juste après sa nomination, il a remis en marche le projet d'oléoduc, le DAPL, qui passait par la réserve autochtone dans le Dakota du Nord de Standing Rock. En 2016, il y a eu vraiment un énorme mouvement de soutien à Standing Rock. Le camp a accueilli 2000, 3000 personnes. Il avait été un temps mis en attente par Obama. Et une des premières décisions de Trump a été de le remettre en service. Dès 2017, il y a eu des fuites de pétrole. Là, il est arrêté depuis juillet 2020 pour 13 mois sur décision d'un juge de Columbia parce qu'il estime que le génie de l'armée américaine n'a pas pris le temps de vraiment calculer les impacts environnementaux. Donc on saura d'ici à peu près 1 an ce qu'il en est. Un autre exemple, Obama avait créé en partenariat avec plusieurs tribus amérindiennes du Nord-Ouest le Bear Ears Monument,
où ce sont des peuples autochtones qui gèrent justement ce parc naturel. Il a duré 11 mois. Une fois au pouvoir, pareil, Trump a privatisé 85% de ce territoire et l'a ouvert aux concessions minières. Alors heureusement, à chaque fois, les activistes environnementaux sont sur le front et ils saisissent tous les moyens qui sont à leur disposition. Mais c'est une lutte incessante. Juste au milieu de la pandémie, au tout début de la pandémie, en mars 2020 par exemple, il a voulu tout simplement détruire la réserve Mashpee Wampanoag, qui est la première à avoir accueilli les colons du Mayflower, ceux avec qui Thanksgiving s'est passé. Ils voulaient tout simplement révoquer leurs droits, leur propreté. Alors heureusement, cette décision encore une fois a été annulée, mais c'est un combat sans cesse. Et là, dans les derniers jours, il fait tout pour que les concessions minières soient accordées. C'est la politique de la terre brûlée, vraiment, ces derniers jours. Sur le bilan de Trump, en tout cas en matière environnementale, il a plutôt plaidé pour une privatisation, semble-t-il, des terres qui sont... Alors, les autochtones ne possèdent pas ces terres, elles leur sont louées par l'État fédéral. Est-ce que c'est vraiment le cas encore, ou comment ça se passe exactement aujourd'hui? Quel est le rôle, enfin quelle est la place des autochtones? Est-ce qu'ils vivent encore dans les réserves? Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur cette question-là, en fait? Alors, la moitié ou plus de la moitié maintenant de la population autochtone vit dans des grandes villes. Elle se rend cependant très régulièrement dans leur territoire pour visiter leur famille, des cérémonies, enfin ça reste un lien très très fort. Mais il y a encore des personnes qui habitent dans des réserves autochtones. Sur justement le développement, parce que l'un des problèmes auxquels sont confrontées les populations autochtones, c'est apparemment les problèmes économiques, des problèmes de survie, des problèmes d'emploi, d'accès à la santé. Sur toutes ces questions-là, comment Joe Biden, lui, se positionne? Est-ce qu'il a vraiment un programme qui a été élaboré, ou est-ce que pour l'instant on est encore dans le flou? Alors, Joe Biden s'est quand même prononcé très tard sur sa politique environnementale. Les seules promesses qu'il avait un peu faites, c'était de garder business as usual, de jouer la carte de la réparation. Sur l'environnement, il est maintenant vraiment... Il a fait des propositions qui sont, franchement, au niveau de la politique américaine, les plus engagées. Il pense, par exemple, que d'ici à 2050, réduire complètement les émissions de gaz à effet de serre, et d'ici 2035, de stopper l'exploitation du charbon, et donc la fin de toutes les mines de charbon des États-Unis. Grâce aux élections en Géorgie, avec l'élection de démocrates, il a maintenant la majorité au Sénat. Donc ça va faire peut-être une grande différence pour la mise en place de la green economy qu'il souhaite mettre en place. Cette green economy, en quoi aussi elle peut être négative pour les populations autochtones? Oui. Alors, si Trump était vraiment à 100% dans l'économie extractive, Biden, lui, se tourne vers l'énergie renouvelable, et ce qui ressemble en fait quand même beaucoup à du greenwashing. Je vais prendre par exemple Oak Flat en Arizona, territoire Apache, San Carlos Apache, qui est potentiellement la plus grande réserve d'uranium des États-Unis. Bon, depuis 1995, il y a des débats et des combats pour que cela ne se fasse pas. L'uranium, on en a besoin pour les voitures électriques. Donc le cauchemar n'est pas du tout terminé pour ces personnes, que Trump soit au pouvoir ou non. L'industrie minière va continuer d'une façon ou d'une autre. Donc les activistes environnementaux avec lesquels je travaille ne sont pas non plus très rassurés. Alors vous travaillez plus précisément sur les Navajos, sur la nation Navajo. C'est où exactement? C'est c'est vers l'Arizona et... Alors, c'est la plus grande réserve amérindienne en termes de taille. C'est à peu près grand comme la Belgique. C'est entre l'Arizona, le Nouveau-Mexique et l'Utah. Donc sur un territoire grand comme la Belgique, on trouve seulement 13 supermarchés, 7 hôpitaux, quasiment pas d'autoroute ou de route goudronnée, mais de la terre battue.
30% de la population n'a accès ni à l'eau courante, ni à l'électricité. C'est aussi une terre d'extraction minière, avec des mines de charbon, des mines d'uranium. La plus grande catastrophe nucléaire du pays a eu lieu en territoire navajo en 1979 à Church Rock. La population autochtone a été prévenue des jours après. Il faut savoir que, normalement, traditionnellement, pour les Navajos, le mouton est ce qui leur sert d'économie principale. Ils ont des immenses troupeaux qui baladent de toute la journée. Beaucoup de ces troupeaux ont été contaminés, ont été malades, ont rendu malades ces personnes. L'eau a été contaminée. Et donc, on voit des décennies et des décennies, en fait, de contamination environnementale qui fait que les personnes sont en mauvaise santé parce qu'elles estiment être du colonialisme d'extraction. Et maintenant, on passe au Covid en 2020. Alors justement, parce qu'il y a ce fléau historique, d'une certaine manière, sur l'environnement, etc. Et aujourd'hui, un autre fléau qui affecte les populations autochtones, c'est la Covid-19. Alors pourquoi, plus précisément, ces populations sont-elles touchées par la pandémie ? Eh bien, ce dont je viens vous parler avant, notamment les conditions de santé préalables, le manque d'accès à des aliments sains, à une eau de qualité, les conditions environnementales avec une pollution atmosphérique extrêmement surchargée, pas ou peu de contact avec des médecins, une méfiance aussi quand même avec les médecins occidentaux. Donc tout était en fait prêt pour que si une pandémie arrivait, ça ne pouvait être que catastrophique. Et c'est pas seulement propre à la nation Navajo qui a été l'épicentre à un moment, mais on le retrouve pareil dans le Dakota du Nord, on le retrouve un peu partout. C'est vraiment une catastrophe. Alors vous étiez sur place au moment de la campagne présidentielle, je crois. Comment cette campagne a-t-elle été vécue sur place ? Est-ce que c'est des populations qui votent traditionnellement démocrates ? Est-ce que c'est des populations où les républicains ont essayé de s'implanter ? Comment ça s'est passé ? Alors l'Arizona, c'est un État traditionnellement républicain, donc très, très à droite. Le Nouveau-Mexique est démocrate, de longue date aussi. Sur la nation Navajo, les personnes sont quand même assez dubitatives. Bon, ne voient pas trop le changement, ça ne change pas vraiment leur vie. Les conditions économiques et matérielles restent les mêmes. Que ce soit les démocrates ou les républicains, on va dire. Après, Trump, il y a eu un mouvement énorme dans les réserves autochtones en Arizona pour que Trump ne passe plus. Et d'ailleurs, l'Arizona est passé démocrate, notamment grâce au vote des populations autochtones. Ce n'est pas rien. Parce qu'il faut savoir que la population autochtone des États-Unis, c'est seulement 2% du total. Mais par exemple, en Arizona et au Nouveau-Mexique, il y a quand même 22 tribus en Arizona et 23 au Nouveau-Mexique. Est-ce que, alors, c'est une question qui a trait aussi à toute la question environnementale qu'on a évoquée précédemment. On connaît beaucoup le Green New Deal, porté par AOC, Bernie Sanders. Il y a aussi tout un autre concept qui s'appelle le Red New Deal. Red Deal. Le Red Deal, pardon. Le Red Deal. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, le Red Deal a été mis en place par un groupe politique qui s'appelle The Red Nation, qui est né en 2014, suite à l'assassinat de 2 autochtones par des suprémacistes blancs à Albuquerque, donc au Nouveau-Mexique. Et le Red Deal, c'est dire, bon, on est d'accord avec le Green New Deal, on est d'accord sur le principe, ça semble être de l'écosocialisme, mais ça ne va pas assez loin, parce que ça ne va pas à la racine du problème, ça ne s'en prend pas, ça ne cherche pas à aller dans le sens de la décolonisation et de mettre fin à l'impérialisme. Notamment, par exemple, via l'ultra-militarisation des États-Unis. Et ça, encore une fois, les peuples autochtones le ressentent à la frontière de l'Arizona avec le Mexique, par exemple, avec la tribu Chiat-Ed Jorom, qui cet été s'est retrouvé encore une fois en train de protester et d'être reçu par la police avec du gaz, d'être arrêté, harcelé. Oui, parce qu'ils protestent contre la construction du mur que enfin, Trump a... Contre
la portion. Voilà, la portion. Ouais. Le mur existait déjà avant Trump, hein, là, mais bon, il y a 720 km de plus qui ont été construits quand même pendant le mandat de Trump. Bah, merci beaucoup de vos éclairages sur cette thématique des autochtones, Eugénie Clément-Picos. On poursuivra dans cette collection de ce partenariat avec le HESS pour essayer de comprendre un peu mieux les différentes facettes de cette Amérique, l'Amérique que Trump laisse et puis cette Amérique dont Joe Biden va hériter. Et on a compris que les enjeux étaient assez complexes et que, notamment sur la question des autochtones, tout n'est pas réglé.